Maintenant que nous avons vu les notions de base d'hydraulique, nous allons revenir à un sujet qui est plus lié à l'assainissement en tant que tel. Nous avons, au cours des cours d'hydrologie urbaine, nous avons appris à évaluer un débit d'apport en eau pluviale, il y a un bassin versant. Maintenant, nous allons apprendre à calculer un débit d'eau usée. Et donc, si on fait le lien avec les acquis d'apprentissage visés, ici, l'idée, c'est d'être capable de calculer un débit de pointe d'eau usée en prenant en compte les différentes sources, c'est-à-dire le sanitaire, les eaux claires parasites et les eaux d'origine industrielle. Alors, une première chose, on parle souvent de notion d'équivalent habitant, et dans un premier temps, c'est de se dire, mais finalement, les eaux usées, on en rejette combien par personne? Un chiffre moyen, c'est de considérer généralement 150 litres par jour et par habitant. Donc, en gros, chacun d'entre nous rejetterait environ 150 litres par jour. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui a été considéré jusque dans les années 90-2000. Cette eau qu'on rejette, on peut très facilement indexer sur la consommation en eau potable. Parce que finalement, la plupart de l'eau qu'on rejette au réseau d'assainissement, elle vient de l'eau potable. C'est-à-dire que rien ne nous empêcherait de prendre une bouteille d'eau minérale, la vider dans le lavabo, mais ce serait un peu bête. Donc, généralement, d'ailleurs, ce qu'on calcule finalement, c'est pas tant un rejet en eau usée, mais c'est bien une consommation en eau potable. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette consommation de 150 litres par jour et par habitant d'eau potable, et donc indirectement de rejet au réseau d'assainissement, c'est une tendance qui est clairement en train de baisser. Et si on fait des mesures comme on voit sur ce graphe dans les principales capitales, on voit cette baisse. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait sûrement plus proche des 130 litres par jour par habitant, comme milieu urbain, que des 150. Et ça, il faut comprendre que ça a une double implication. D'abord, ça veut dire que le volume consommé baisse, donc le volume rejeté au réseau d'eau usée baisse, mais c'est aussi une implication financière, puisque aujourd'hui l'eau paye l'eau, que l'eau est payée, que l'assainissement est payé à travers la facture d'eau potable, qui peut contenir un léger forfait, mais qui est surtout indexé au volume. Donc si on consomme moins, on paye moins, et donc on a moins de ressources pour payer un patrimoine qui, lui, n'a pas changé. Donc ça, c'est une donnée qui est importante, notamment pour le dimensionnement, mais aussi pour ensuite l'ingénierie financière qui sert au calcul de l'amortissement de ce patrimoine. Alors, on a plusieurs sources d'eau usée. Donc eau usée, c'est un terme générique qui regroupe donc les eaux usées domestiques. Donc ça, c'est ce que nous on rejette, hein, les toilettes, les eaux sanitaires, machines à laver, la vaisselle. Il y a les eaux dites industrielles. Alors industrielles, ce n'est plus l'usage, c'est plus vraiment le mot courant. On dit non domestique. Mais industriel, ça vous parlera mieux, en tout cas dans un premier temps. Donc ce sont tous les usages non domestiques faits par l'eau potable. Alors, industriel, c'est vrai que c'était mal choisi, parce que finalement, même un restaurateur, je sais pas, qui va jeter l'eau des pâtes au réseau d'assainissement, c'est considéré comme de l'eau industrielle. Voilà, c'est pas qu'on parle aussi d'usages non domestiques. Sachant que les usages non domestiques, ça peut être très divers, parce que une grosse société informatique qui a des serveurs et qui rejette l'eau de refroidissement de ces serveurs, donc c'est de l'eau qui a priori, c'est de l'eau potable, propre, juste un peu plus chaude, comme ça peut être une grosse industrie agroalimentaire, un abattoir par exemple, qui va avoir des rejets qui sont très pollués, très lourdement chargés. Et enfin, il y a les eaux parasites, c'est-à-dire de l'eau propre qui rentre dans le réseau et qui ne devrait pas y être. Ça peut être lié à des fissures, c'est-à-dire que si vos conduits d'assainissement présentent des fissures et que, comme c'est un réseau qui est souterrain, il peut être au moins certains mois dans l'année sous le toit de la nappe, et bien alors la nappe arrive à s'infiltrer dedans. Ça peut être aussi des fuites d'eau potable. À Paris, les conduites d'eau potable passent dans l'énorme ovoïde du réseau d'assainissement. Et bien à ce moment-là, s'il y a une fuite sur l'eau potable, c'est de l'eau claire qui se retrouve dans le réseau d'assainissement. Ça peut être aussi des choses plus ou moins voulues, hein. Par exemple, quand vous avez un bâtiment qui a des sous-sols, par exemple un parking en sous-sol, il peut arriver que ces sous-sols-là soient eux aussi sous le niveau de la nappe et qu'en fait, il y a une pompe qui en permanence
eh bien, pompent pour abattre le toit de la nappe et pour évacuer ces eaux qui sinon envahiraient ces sous-sols. Et cette eau-là peut être rejetée au réseau d'assainissement. Petite parenthèse, c'est quand même au bon vouloir du gestionnaire du réseau d'assainissement. C'est au moins soumis à déclaration, si ce n'est à autorisation. Alors les eaux claires parasites, c'est une notion, enfin, quelque chose qui mobilise beaucoup les acteurs d'assainissement, parce que finalement, c'est de l'eau propre qui va rentrer dans le réseau pour se mélanger à de l'eau sale, qui va être collectée, transportée et traitée. Et donc au final, c'est quand même beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et donc on a quand même un gros travail aujourd'hui pour les éliminer. Mais pour ça, il faut d'abord pouvoir les évaluer, ce qu'on voit un peu plus loin dans le cours, et ce qui est notamment abordé dans le guide diagnostic permanent que j'ai cité au début du cours précédent. Alors, les eaux domestiques, comment les évalue-t-on? Eh bien, on les évalue en fonction du volume d'eau potable. On va considérer que le volume des eaux usées, c'est le volume distribué en eau potable, fois le taux des habitants raccordés à l'assainissement collectif, puisqu'en fait, il pourrait y avoir quelques-uns qui sont en assainissement dit autonome, c'est-à-dire s'ils ont une fosse septique, par exemple, ce qui est quand même ultra rare en milieu urbain et de plus en plus rare en milieu rural, fois quand même un coefficient de distribution, puisqu'il y a quand même une partie de l'eau potable que nous consommons qui ne va pas se retrouver au réseau d'assainissement, typiquement l'arrosage. L'arrosage, c'est vous prenez bien de l'eau du réseau d'eau potable, et puis ça ne va pas se retrouver au réseau d'assainissement. Donc tout ce qu'on consomme en eau potable ne se retrouve pas au réseau d'assainissement, c'est pour ça qu'il y a un petit coefficient de rabattement, et on notera quand même qu'en milieu urbain, on retrouve beaucoup plus dans le réseau qu'en milieu rural. Donc voilà, ça c'est pour le calcul des volumes en eau usée. A noter que finalement on se reporte sur le volume en eau potable, mais ça on a des données beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que les distributeurs d'eau potable, comme ils facturent, ils ont des données. On sait rue par rue, voire immeuble par immeuble, on est capable de donner la consommation en eau potable, vu qu'on la facture. Donc c'est pour ça qu'être indexé là-dessus, c'est d'une part logique, mais d'autre part c'est pratique. Alors on aborde ici la notion de profil de temps sec. Cette courbe-là, donc en abscisse, c'est le temps sur une journée, donc de 0 à 24 heures. Et ici, en fait, c'est débit sur débit moyen. C'est-à-dire, en gros, c'est le débit adimensionnalisé. On se rend bien compte que le rejet vers le réseau d'assainissement n'est pas constant dans le temps. C'est-à-dire que si je vais en pleine nuit, j'ai quasiment rien. À partir du moment où les gens se lèvent, 7-8 heures, j'ai un pic. Les gens prennent leur douche, se lavent, vont peut-être lancer une machine à laver avant de partir. Ça redescend. Une légère inflexion à midi, parce que quand même les gens mangent. Puis quelque chose d'assez plat, enfin d'assez calme l'après-midi. Puis de nouveau, un pic le soir, parce que les gens rentrent chez eux, mangent, dînent, font la vaisselle. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que par rapport au profil de temps sec, on peut savoir à peu près où on est et quand on est. Par exemple, ici, vous voyez, votre pic, quand même, il est assez tard. Hein. Il intervient à partir de 8-9 heures. Si on avait été en semaine, il serait beaucoup plus tôt, hein, plutôt de 6 à 8 heures. Donc là, clairement, c'est un profil émotionnel qui date de week-end. On voit qu'à midi, il y a quand même pas mal de monde. Vous voyez, la différence entre le pic du matin et le pic du midi, elle est sensible, mais elle n'est pas non plus énorme. Ça veut dire qu'on est dans une zone, soit on est le week-end, encore une fois, donc les gens sont chez eux. Parce que si on était en semaine, probablement qu'ici, on aurait une chute. Vous voyez, à 10 heures, chute, et plus rien jusqu'au soir. Parce que les gens sont au bureau et donc entre midi ne consomment pas. À moins qu'on soit dans une zone, par exemple, où il y a beaucoup de gens retraités. Hein, si on va dans un quartier, je sais pas, où il y a beaucoup moins d'actifs, vous allez à Miami, ou je sais pas, dans le 16e, et ben vous allez avoir des profils qui ressemblent beaucoup à ça. Donc voilà, finalement, en voyant le profil de temps sec, on peut savoir à peu près où on est, quand on est, c'est assez intéressant. Alors, pourquoi on n'est pas à 0 en pleine nuit? Donc ça, c'est une bonne question. Pourquoi on n'est pas à 0? Soit c'est parce qu'on a un endroit où il reste une activité nocturne. Là, ce qu'on voit, c'est les quelques fêtards, les gens qui travaillent la nuit, parce qu'il y en a aussi. Par exemple, voilà, si vous allez à Villepinte et vous regardez un peu de temps sec, ici, vous avez un niveau minimum. Pourquoi? Parce que Villepinte est juste à côté de l'aéroport. Du coup, une grande partie de la population y travaille. Et donc, la nuit, il y a plein de gens qui se lèvent et qui vont bosser. Et donc là, vous aurez une bonne activité la nuit. Mais si c'est pas ça, ça peut être les eaux claires parasites permanentes qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors les eaux industrielles, c'est vraiment beaucoup plus dur à évaluer.
Pour les évaluer, généralement il faut faire quand même du terrain. Alors du terrain, pas forcément physiquement, mais au moins Google Maps, couche SIG, repérer les gros industriels. Normalement, les gens qui facturent l'eau, donc la régie d'eau ou son délégataire privé, normalement a parmi ces fichiers aussi les fichiers dits gros consommateurs. Je crois qu'il y a plus de 30 000 m3 par an, il y a un fichier à part. Donc de la même manière qu'ils connaissent le volume par rue ou par bâtiment grâce à la facturation, ils ont ça aussi. A noter quand même qu'un industriel peut avoir son propre forage. Et donc il peut rejeter beaucoup sans que ça se voit au niveau de la consommation en eau potable. Donc il faut faire attention. De manière générale, le volume, la consommation et donc le rejet des industriels, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas inné. On a moins de règles un peu toutes bêtes. Et donc c'est plus du travail de terrain et d'enquête. Pour autant, par rapport à certaines activités type des hôpitaux ou alors une zone d'activité justement, on a des ratios là, à l'échelle de grandes zones. Donc je vous donne ici quelques ratios par rapport à la taille ou l'activité. On a différents chiffres issus de différentes références. Donc voilà, si vous faites un projet un peu global, vous pouvez quand même à peu près évaluer les eaux industrielles. Et donc j'en viens aux eaux claires parasites permanentes. Vous vous rappelez, je vous parlais tout à l'heure du profil de temps sec. Donc là on retrouve le débit à un endroit donné par temps sec. Alors c'est plus dimensionnalisé ici, c'est carrément le débit. Encore une fois, ça peut être lié, enfin ça peut être issu cette courbe peut être issue d'une campagne de mesure. Et donc, la nuit, d'une part, il y a des gens qui sont encore actifs, mais ça dépend des zones, et d'autre part, le reste, ce sont les eaux claires parasites, justement. C'est-à-dire que quand la nappe s'infiltre, en permanence, il y a de l'eau claire dans le réseau, c'est pour ça qu'on ne tombe pas pile à zéro. Et donc, généralement, une des manières d'évaluer ces eaux claires parasites permanentes, c'est de prendre le minimum nocturne, donc le débit que vous auriez entre 2 et 4 heures du mat, et vous appliquez un coefficient, on va prendre par exemple 80% de ça, et 80% de ça, on va dire que ce sont les eaux claires parasites permanentes. Il y a d'autres manières d'évaluer ces eaux claires parasites, notamment avec des prélèvements, mais en tout cas, c'est un des moyens les plus fiables. Et donc au final, pour avoir un volume, et qui plus est un volume de pointe, donc en gros, la notion de pointe est liée à une notion de fluctuation. Alors ici, on va parler de fluctuation saisonnière, sachant qu'on va parler de fluctuation journalière juste après. Mais ces fluctuations, les eaux claires parasites permanentes n'y sont pas soumises, parce qu'elles ne sont pas liées à l'activité. On voit bien que la consommation des gens peut dépendre de la saison. En été, on va peut-être boire plus, par contre en hiver, on va faire peut-être plus de machines, parce qu'on porte plus de vêtements, et en plus les machines sont plus vite remplies. D'ailleurs, généralement, la consommation a tendance à augmenter plutôt en hiver, sauf des endroits très touristiques. Ça, c'est un autre facteur de variation. Mais vous prenez une ville littorale, il y a des villes littorales où la population fait x4, x5 en été, et donc bien sûr que la consommation et donc le volume d'eau usée fait x4, x5 en été. Voilà, donc bref, vous pouvez prendre des coefficients mensuels qui sont à caler, ça veut dire que le max par défaut on prend un 1,3, mais comme dit, dans certaines villes, les villes balnéaires, ça peut être 4 ou 5, voire 10. Et donc un coefficient à caler, mais qui ne s'applique que sur les eaux usées et les eaux industrielles, plus le volume de CPP. Et donc là, vous avez moyen d'avoir un volume de pointe mensuel, ou saisonnier, suivant. Par contre, on a vu que dans une même journée, quand on regarde le profil de temps sec, dans une même journée, il y a aussi un pic. Donc si je veux prendre, maintenant j'ai une journée type du mois où je consomme le plus, quel est le débit à l'heure où je consomme le plus? Vous avez une formule de calcul qui est empirique, qui est donnée ici, c'est-à-dire que le coefficient de pointe, vous pouvez calculer en fonction du débit moyen journalier en litres par seconde, et bien sûr ce coefficient, vous le multipliez par votre débit moyen pour avoir le débit de pointe. Une autre donnée qui peut être intéressante, même si c'est rare qu'on raisonne à l'échelle micro comme ça, ce sont les débits pour des installations de base que vous retrouvez dans la maison. Et enfin, une fois qu'on a notre débit de pointe, on peut appliquer par exemple Manning-Strickler, qu'on a vu dans le cours ou dans la vidéo précédente. Connaissant le débit, généralement la pente, elle est imposée par votre terrain ou par le réseau qui existe déjà. Et donc, ayant débit et ayant pente, ça impose le RH et donc indirectement le débit. Et c'est comme ça qu'on dimensionne. Bien là, vous avez un exemple, mais sachant qu'on fera cet exemple en TD. Une thématique qui est très importante en eau usée, c'est l'autocurage. On pourrait croire que, pourquoi dimensionner, autant mettre le diamètre le plus grand tout le temps, de toute façon ça finira toujours par passer. Sauf que,
plus votre diamètre est grand, plus la vitesse sera faible. Et donc, si la vitesse est faible, l'eau a moins de force pour charrier les matières qui sont en suspension. Donc, dans l'eau usée, il y a en permanence du sable ou d'autres matières qui sont en suspension dedans. Si on ne va pas assez vite, il va y avoir des dépôts. Et les dépôts posent de gros problèmes. D'abord, parce qu'au fur et à mesure, ça remplit le tuyau, ça diminue sa débitance. Ces dépôts, comme ils sont en partie organiques, ils vont fermenter. Et donc, ça va faire de l'H2S, et donc le milieu va devenir toxique, et on ne pourra plus intervenir en cas de panne de pompe, en cas de casse, ou des choses comme ça. Et donc l'autocurage, c'est-à-dire avoir une vitesse minimale pour éviter les dépôts, c'est quelque chose qui est très important. Généralement, en première approche, on considérera qu'il faudra au moins 0,6 mètres par seconde. Il y a d'autres critères aussi sur la pente. C'est le critère de Hager que je n'ai pas remis ici, mais généralement, il faudra avoir une pente supérieure à 1 sur D, D étant le diamètre. Voilà, petit exercice d'application dans le cours, si ça vous tente, sachant que nous allons refaire des choses assez similaires en TD.